Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Smart Industries en direct du salon du Bourget, le salon international de l'aéronautique et de l'espace. Nous sommes ici au stand d'Ametra pour aborder une émission sur le thème de l'innovation. Donc quels sont les axes de développement les plus prometteurs pour le secteur spatial et aéronautique, mais surtout comment transformer ces innovations en réalité industrielle dans un univers marqué par des exigences extrêmes en termes de sécurité et de certification et aussi dominé par des grands groupes très structurés. Ce sont les thématiques que nous allons aborder avec mes invités, c'est Smart Industries. Et pour aborder ce sujet, je suis ravie d'être entourée de 4 invités. Thibaut Baldivia, vous êtes cofondateur d'Ascendance, une start-up engagée dans la décarbonation de l'aviation autour d'un système de propulsion hybride électrique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Gilles Duquesne, vous êtes fondateur de Duquesne Composite. Merci d'être avec nous. Luc Caes, vous êtes directeur général de Radial, un connecticien français. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Et Thomas Pinette, directeur technique adjoint d'Ametra, spécialiste de l'ingénierie et de l'intégration de systèmes mécaniques, électriques et électroniques dans l'aéronautique et la défense. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Et Thomas Pinette, je reste avec vous. Donc vous avez la spécificité dans votre entreprise d'avoir créé une cellule de R&D il y a seulement 5 ans. Pourtant, votre entreprise elle a 40 ans, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il y a 5 ans, vous avez choisi de développer, de mettre l'accent sur la R&D ? Oui, tout à fait. Alors en fait, on a des bureaux d'études en interne, on est société d'ingénierie avec beaucoup de bureaux d'études, et on avait toujours un petit peu la frustration des équipes d'avoir des intuitions et de jamais avoir le temps ni l'opportunité de développer des idées. Et donc c'est vrai qu'il y a 5 ans, il y a eu une possibilité de se dire, en recrutant des docteurs, en amenant aussi d'autres façons de réfléchir que de l'ingénierie classique, comment on pourrait mettre à profit des idées, des intuitions qu'on proposerait ensuite à des donneurs d'ordre, là où d'habitude en ingénierie on fait exactement l'inverse, on attend l'opportunité pour pouvoir le faire. Donc ça a été monté il y a 5 ans sur 3 docteurs et chaque année on essaye de renouveler des projets comme ça. Et donc là, entre ces 5 dernières années, quels sont les sujets phares d'études qui sont importants aujourd'hui pour Ametra ? Alors, il y a le premier sujet on a eu beaucoup de chance, c'est qu'effectivement, ça a amené des brevets et il y a eu des bonnes retombées derrière. C'était sur l'hybridation de l'avion électrique, donc ce qui va peut-être rejoindre effectivement mon collègue, où on a travaillé avec un docteur sur l'énergie de puissance, par rapport à des données qu'il avait, sur comment on pouvait mettre en face des lois de comportement. En vraiment travaillant sur ce côté hybride l'avion électrique demain aura encore besoin de kérosène. Et donc ça a donné ensuite jusqu'à des intérêts de Safran et de Flying Wallace. On a déposé avec eux des brevets et sur lesquels on continue à travailler encore. Donc à la base c'était vraiment comment on fait ces lois de comportement de ces composants pour l'énergie de puissance et qu'est-ce qu'on en fait. On en a parlé et ensuite on a pu développer des programmes avec nos clients. Donc ça c'est le premier sujet historique. Et le tout dernier, c'est sur les métamatériaux. C'est donc les matériaux qui ont des structures très particulières sur lesquelles on va pouvoir beaucoup mieux développer l'énergie de contraintes et autres, ou sur lesquels, avec la fabrication additive, on fait des matériaux beaucoup plus complexes et comment on est capable de les calculer. Qu'est-ce qu'on a comme gain en termes de contraintes mécaniques et de dissipation thermique. Et là, on est vraiment au tout début, on se lance sur est-ce qu'on est capable et on commence à en parler pour voir ensuite des applications qu'il pourrait y avoir dans l'aéronautique chez Ametra. Voilà. Gilles Duquesne, vous êtes aussi donc, sur cette innovation dans les matériaux, dans les composites. Quels sont les axes de vos travaux dans votre entreprise et pour à quel besoin ça répond dans l'aéronautique ? Alors, au niveau de la transformation des composites, la R&D et l'innovation, c'est mandatory, c'est indispensable. J'ai l'habitude de dire le métallique a plusieurs millénaires, le plastique plusieurs siècles, le composite c'est très récent, 50, 60 ans. Donc on doit travailler en permanence aussi bien sur la conception des pièces, des process, des matériaux et de l'industrialisation. Donc dans le groupe Duquesne, la R&D et l'innovation, ça fait partie de l'ADN. Mais sur quel matériau, sur quel composite vous travaillez là spécifiquement ? Alors, on a 3 axes. Le premier axe, c'est on a des lignes de production et la production des composites, c'est assez complexe. Il y a plusieurs phases et donc on commence à faire on travaille sur des développements incrémentaux pour améliorer l'industrialisation. Essayer de supprimer les phases
à faible valeur ajoutée en mettant des robots, des machines spéciales. Donc ça, c'est une grosse part de la Oui. partie R&D innovation. Après, on travaille aussi sur les pièces. On essaye, en travaillant sur les pièces, de faire des pièces de plus en plus complexes qui intègrent des fonctions. Donc ça, c'est une grosse partie de la R&D. Et la dernière, c'est sur les process, aussi bien matériaux que les process, puisqu'on essaye de s'affranchir du tout autoclave. Et nos donneurs d'ordre sont très friands d'innovation pour essayer d'avoir des process plus industriels. Lucas, comment ça se passe au sein de votre cellule? Donc vous avez un peu plus de... Vous avez un temps long, un historique un peu plus long, je crois 70 ans, vous me disiez? Oui, c'est ça. Société de 70 ans fondée par des ingénieurs. Donc, Voilà. l'innovation a toujours été au cœur de la société. Et donc au sein de vos cellules de R&D, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que c'est organisé? Surtout notamment par rapport à l'échange avec les donneurs d'ordre. Est-ce que c'est vous qui allez à l'innovation, vous proposez quelque chose ou c'est l'inverse? Alors en fait, c'est un échange qui est long. On s'est structuré à différents niveaux entre, d'une part, des ingénieurs de haut niveau qui sont en contact avec les clients, plusieurs clients qui comprennent leurs problématiques, qui sont capables de comprendre toutes les technologies qu'on a en interne. On a une R&D très amont qui travaille sur les nouvelles technologies. On parlait des matériaux, c'est très important. On simule beaucoup de choses pour accélérer le développement parce qu'aujourd'hui, il faut aller de plus en plus vite, faire bon du premier coup. Et puis cette relation avec les donneurs d'ordre et aussi notre spécificité, c'est qu'on est multi-marché. Donc on est autant sur l'aéronautique, la défense, le spatial, mais aussi les télécoms, le ferroviaire. Et on voit en fait des méga trends qui se propagent, hein, les matériaux, l'énergie, la data, on fait beaucoup de choses en fibre optique. Et puis réduire notre impact, l'environnement, et donc beaucoup de recherches également sur avoir des traitements, des process beaucoup plus durables. Et tout ça, avec des équipes pluridisciplinaires, nous permet d'offrir des solutions. En fait, on se présente comme des enablers de technologie. On est là pour résoudre les problèmes des clients. C'est comme ça qu'on se différencie. Donc c'est plutôt eux qui vont venir vers vous aussi avec Voilà. leurs besoins. Voilà, ils viennent avec leurs besoins, mais on vient aussi avec nos connaissances du marché. Et comme on travaille avec tous les acteurs du marché, on est capable de comprendre quelles sont les méga tendances et d'être toujours à la pointe et d'offrir des solutions les plus pratiques, bien sûr les plus pertinentes et économiquement parlant, mais aussi les plus vertueuses. Et enfin, une spécificité aussi, c'est un groupe familial, donc on a le temps long. Et ça, c'est très important. Oui, ça, on va en revenir. Voilà. Et en tant que connecticien, qu'est-ce qui serait la pointe de la technologie appliquée au monde aérospatial? D'abord, l'aéronautique, c'est un marché qui investit beaucoup en R&D, qui doit opérer une transformation importante avec l'environnement. Oui. Et puis qui, par essence, a des produits durables. Enfin, nos connecteurs sont spécifiés pour fonctionner 25 ans. Et quand on parle d'une économie plus frugale ou d'une économie où les produits sont plus durables, nous, on a toutes les technologies. Nos produits n'ont pas d'obsolescence programmée. Donc, on a énormément de technologies, de fiabilité qui sont intéressants pour des marchés. Et l'aéronautique est plus innovante que d'autres marchés et donc nous permet d'être en avance et de pouvoir disséminer, faire ruisseler ces technologies. Thibaut Baldivier, alors vous travaillez depuis donc 7 ans sur un produit de propulsion hybride. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire? Comment est-ce que ça s'est lancé? Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce produit? Oui, absolument. Donc nous, on est en fait pionniers dans la partie hybride électrique dans l'aviation. On travaille dessus depuis 2018, comme vous disiez. Donc Ascendance, c'est une start-up. Donc notre raison d'être, c'est justement la R&D. Et j'allais dire même l'innovation. Et donc à la limite, nous on a le problème inverse. C'est-à-dire que maintenant on est à un moment où cette phase d'innovation de R&D, on a pu dérisquer les technologies, on a pu avancer. Et là maintenant on est en train d'entrer dans la phase industrielle. Donc c'est assez amusant aussi de voir que chez nous finalement la problématique s'inverse. Et on doit maintenant faire nos preuves d'un point de vue industriel, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on dit l'hybride? L'hybride dans l'aviation, c'est rajouter finalement des batteries dans les avions. C'est garder un moteur qui fonctionne au carburant kérosène classique, mais aussi au carburant d'aviation durable, ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel, les SAF en anglais, et peut-être demain l'hydrogène, pour permettre en fait d'optimiser les avions et de les rendre moins gourmands en énergie. Donc en fait, grâce à la technologie hybride, on réduit la consommation de carburant. Selon les appareils, ça peut aller jusqu'à moins 50%.
Et c'est ça qui va permettre aussi demain de pouvoir décarboner ou en tout cas participer à la décarbonation de l'aviation. Et l'innovation là-dedans, en fait, où est-ce que ça se trouve? Parce que batterie, propulsion, moteur à combustion, ça, c'est des choses qu'on, j'imagine, qui étaient maîtrisées jusqu'à présent. Où se situe l'innovation dans cette propulsion hybride? C'est une super question parce que souvent on se dit hybride, finalement ça fait 20 ans que ça existe dans l'automobile, donc on a besoin de rien inventer dans l'aviation. C'est pas tout à fait vrai et je pense que mes collègues ici témoigneront. Quand on fait transposer une technologie depuis un marché qui est extérieur à l'aéronautique, il y a une grande marche à passer parce qu'on a des contraintes de certification, on a des contraintes de performance, dans notre cas on a des contraintes de masse évidemment. Donc il y a tout un travail là-dessus pour le développer. Nous, notre innovation, elle réside vraiment dans la partie, donc ces batteries pour l'hybride, qui sont les plus légères possibles parce que l'aviation est très sensible à la masse, qui sont les plus sûres possibles, mais aussi tout ce qui est contrôle de cette énergie hybride. Comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser dans l'avion? Est-ce qu'il faut que là on utilise le moteur? Est-ce que là il faut qu'on utilise les batteries? C'est ça que notre système qu'on a produit, qui s'appelle Hybrid Operating System, ce qu'on appelle un Hybrid Energy Management System, fait dans l'avion en temps réel. Et c'est cet ensemble-là qu'on a packagé ensemble, finalement, qu'aujourd'hui, on vend à des clients depuis des drones jusqu'à de l'aviation conventionnelle, 15 places, mais même au-delà, jusqu'à 80 places. Thomas Piden, on a évoqué du coup quelques freins à ces développements d'innovation que sont la sécurité. Vous, au sein de votre R&D, qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus vite, d'aller plus loin? Alors, chez Ametra, il va y avoir effectivement le côté humain et financier, malgré tout, qui sont quand même liés. On se lance dans de l'innovation, notamment pour être en amont. On n'est pas certain d'arriver à un résultat. Or, Oui. dans l'innovation, dans la recherche, un échec est un résultat. Et il faut pouvoir le publier, l'exploiter, le rendre disponible à d'autres chercheurs pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que c'est pas habituel dans un bureau d'études qui a toujours le côté il faut arriver à un résultat quoi qu'il arrive, de se mettre là-dessus. Donc dans la R&D, justement, c'est d'arriver à comment on accompagne les docteurs pour dire l'échec est autorisé du moment que ça apporte quelque chose et qu'est-ce qu'on en fait derrière. Donc ça, c'est un frein humain qui est important d'eux. Oui, une Donc, manière de penser qu'il faut inculquer dès le début. Tout à fait. Donc là, nous, on a en partie résolu en disant le mélange de docteurs et d'ingénieurs apporte peut-être une autre façon d'appréhender ce genre de sujet. Ça permet de voir des ingénieurs qui ont vu beaucoup d'autres domaines que l'aéronautique, qui vont avoir effectivement d'autres choses que l'aéronautique, mais qui l'ont vu aussi, et des docteurs qui ont l'habitude de mener en place une recherche vraiment de recherche, en disant comment je vais pouvoir amener effectivement à un résultat. Donc ça, c'est un des premiers freins. Le deuxième frein, il est financier quoi qu'il arrive, parce qu'on se doute que pour l'aéronautique, il y a beaucoup de preuves à apporter, il y aura beaucoup de choses à faire plus tard. Est-ce qu'on est certain d'aller dans une direction qui va demain être intéressante? Et donc c'est là où chez Ametra, nous, on prend le pari de dire tant pis, on y va quand même, on essaye de voir, on communique, on fait des conférences. Les conférences permettent effectivement des rencontres qui permettent de trouver des financements aussi pour pousser effectivement cette recherche. Et voilà, et c'est cet aspect communication qu'on rajoute aussi à notre cellule R&D Ametra pour trouver des financements et se dire on va pousser jusqu'au bout l'exercice de pensée. Et du coup, j'imagine qu'il faut faire des choix. Et est-ce que les financements soutiennent plus particulièrement un axe d'innovation en particulier? Alors le premier dont je vous ai cité tout à l'heure là, sur l'hybridation dans l'aéronautique, Oui, ça nous a permis de trouver des contrats ensuite derrière. Donc celui-là, effectivement, on maintient la compétence avec notre docteur et on sait que c'est quelque chose d'intéressant. Là en ce moment, on devait être sur les matériaux, on sait qu'il y a un besoin. Le besoin, il n'est pas que aéronautique, il est sur la défense, il est sur l'automobile, il est quand même beaucoup plus générique. Donc comme beaucoup de gens sont intéressés, on se doute qu'on va finir par trouver des choses intéressantes. Voilà. Lucas, comment est-ce que vous gérez ça sur le temps long? Parce que c'est vrai que vos investissements, il y a déjà plusieurs décennies, on commence à ressentir les fruits. Donc vous gérez ça comment dans Alors l'entreprise? effectivement, c'est la question cruciale parce que c'est des risques. Et plus on est en recherche, plus on est en amont, plus on a des TRL, des technologies readiness level bas, plus il y a le risque. Et donc ça, fait partie de la stratégie de l'entreprise. Pouvoir investir sur le temps long et se rassurer avec les succès qu'on a eus. Des technologies, je pense à l'optique qu'on a mis 15 ans à développer, mais qui sont maintenant à la pointe de la technologie. Et c'est la connaissance et les échanges qu'on a avec nos clients. Les clients avec lesquels on arrive à échanger, non pas sur notre roadmap produit, mais sur notre roadmap technologique. Là, on a atteint vraiment une intimité très intéressante, puisque c'est eux qui peuvent nous dire, oui, tiens, vous nous donnez des idées, vous êtes sur les bons créneaux. Et c'est en étant toujours en amont.
puis on a la chance en France d'être bien accompagné avec le crédit d'impôt recherche, donc, qui est quand même très intéressant et qui nous permet de prendre des risques, de miser sur le long terme et d'avoir des technologies de pointe. Et franchement, on peut être fier en France d'avoir des niveaux d'abord de formation et technologique très amassés. Regardez ce salon. La filière aéronautique française, elle est au top niveau mondial. Et vous me disiez qu'au niveau du financement, vous consacriez toujours Oui. une part de votre chiffre d'affaires. Oui, c'est le cas, effectivement. Ça fait partie de la stratégie de l'entreprise. Quoi qu'il arrive, on a au moins 7% de notre chiffre d'affaires. Et même en période de crise, on n'a pas... on a maintenu un effort de recherche très important parce que c'est l'avenir. C'est comme ça que nous différencions, c'est comme ça qu'on prépare l'avenir et ça a toujours fait partie de notre culture. Donc c'est un effort, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et Gilles Duquesne, vous qui travaillez justement sur cette force industrielle, enfin mise en place industrielle de l'innovation, vous en fait le temps long c'est presque une force, ça pourrait penser être un frein pour le secteur aéronautique, mais c'est plutôt une force pour vous parce que ça vous soutient dans vos investissements et ça fait que toutes les innovations sont pérennes aussi, deviennent pérennes. Oui, on a l'avantage que les programmes aéronautiques sont des programmes sur très long terme. Donc quand on passe du temps en R&D, en développement sur l'innovation, on a la chance, si le projet est élu, si le process est intégré, de pouvoir l'amortir sur du long terme. Mais c'est quand même relativement complexe parce que l'aéronautique, ce sont des programmes très longs, donc il faut garantir de la constance de procédés, de production, et en même temps proposer à nos clients des innovations. Mais ces innovations, ils sont très frileux. Il faut vraiment démontrer qu'il y a un step intéressant, que ce soit gain de masse, gain de performance ou gain de coût. Mais si on arrive à allier les trois, au bout d'un moment, on arrive à qualifier l'innovation et l'introduire soit sur des programmes actuels, soit sur des nouveaux programmes. Donc, et l'avantage, c'est qu'une fois que c'est introduit, la récurrence fait qu'on peut amortir nos coûts de développement. Oui, c'est ça. Et Thibaut Balivia, vous évoluez aussi donc, dans un secteur, vous parliez de la sécurité, il y a aussi des très grands groupes qui sont dominants. Comment est-ce que vous arrivez à être agile, à être ouvert à l'innovation, peut-être à pousser un petit peu les idées fixes Il y a plusieurs points. Déjà, je pense que dans l'aviation, on a la chance, ça a déjà été dit, d'être dans un milieu où les acteurs sont intrinsèquement innovants. Tout le monde est en train de chercher parce qu'on a toujours cet objectif d'augmenter la sécurité, la fiabilité des appareils. Donc quand on arrive en tant que start-up pour aller parler à des grands groupes, on a un bon accueil généralement. Les gens voient l'intérêt de travailler dans l'innovation, ce qui est super. Nous, dans nos technologies, on travaille avec des grands groupes aussi, qui sont nos partenaires, qui sont nos fournisseurs. Des partenaires par exemple motoristes, parce que comme je le disais tout à l'heure, dans notre système hybride, on a besoin de moteurs. On a des gens établis, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique, qui font déjà des choses très bien. Donc on travaille avec ces gens-là. Ce qu'on a en revanche, qui est très radicalement différent, c'est que malheureusement, j'ai pas encore la trésorerie d'Airbus. Et donc n'ayant pas la trésorerie d'Airbus, on est obligé d'avoir des résultats très court terme. Et justement, on n'a pas le temps long. Donc ça nous force on est innovant, on est forcé d'être innovant parce que c'est notre raison d'être, mais on est obligé de venir faire des étapes intermédiaires, des prototypes, des bancs d'essai pour démontrer vraiment et j'allais dire cranter à chaque étape du process d'innovation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très différent, lié à ces contraintes-là finalement. Et ce qui nous force à avancer et à se focaliser, j'allais dire, avec une vision très produit. On ne peut pas se permettre en fait de faire de la R&D trop prospective parce que malheureusement, on ne pourra pas tenir jusqu'à la voir arriver sur le marché. On est obligé d'en faire des produits très rapidement et de les vendre. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs chez Ascendance. On a justement ces technologies hybrides qu'on vend depuis le drone jusqu'à l'aviation. C'est des moyens en fait, d'accéder au marché à différents moments. On a aussi un appareil nous-mêmes qu'on développe qui s'appelle ATA, qui est un appareil décollage et atterrissage vertical pour adresser un marché à un autre moment. Donc cette roadmap produit est vraiment au cœur de nos préoccupations. Donc je dirais que c'est innovation au cœur de notre stratégie, mais qui doit forcément être ce que moi j'appelle productifié, si je puis dire, pour vraiment
faire la raison d'être finalement de la société. Et votre prototype, donc, qui va faire ses premiers essais fin 2025 ou 2026, est-ce que vous pensez déjà à sa mise en application industrielle? Parce que c'est quand même ça le fondamental de l'innovation, c'est Absolument. après son développement industriel. Absolument, absolument. Ça, c'est vraiment quelque chose pour nous, c'est majeur. C'est-à-dire qu'on peut faire des étapes intermédiaires qui n'ont pas la vocation d'un produit, mais c'est toujours dans une réflexion plus globale sur comment est-ce qu'on arrive au marché. Et donc là, d'ores et déjà, on travaille avec des systèmes qu'on imagine demain, avec des concepts qu'on imagine demain sur l'avion, avec des contraintes déjà de réglementation, de certification, parce que demain, il faudra s'y frotter. Donc voilà, l'objet en lui-même va peut-être changer, parce que là, on est sur une étape intermédiaire, un démonstrateur technologique, un prototype. Mais finalement, la finalité, c'est vraiment de tout ce qu'on fait, essayer de le faire pour que ça vienne servir la vision produit à la fin. Gilles Duquesne, comment ça se passe du coup cette mise en application industrielle? Est-ce que vous avez soit des conseils à donner? Est-ce que vous accompagnez certaines personnes pour les aider à mettre en application leur innovation au sein de l'industrie? Comment ça se passe cette transition? Alors, on travaille beaucoup en interne pour nos lignes de production et pour nos produits futurs, mais en même temps, on travaille avec des nouveaux clients et on travaille avec Ascendance sur le nouveau produit. On est en train de fabriquer le premier démonstrateur. Donc c'est un exemple et il y a déjà des petits steps d'innovation sur ce produit dans la conception. Et on vous en remercie d'ailleurs parce que le prototype prend forme, est en train de prendre vie grâce aux équipes de Duquesne justement qui travaillent sur le proto. Donc un grand merci. Lucas, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une innovation qui est vraiment partie de votre bureau R&D et qui a fait tout son chemin jusqu'à son application industrielle et qu'on pourrait retrouver peut-être Écoutez, on a plusieurs exemples. Ce que je voudrais illustrer, c'est l'interdépendance entre les marchés. On a beaucoup accompagné l'aéronautique pour adapter des solutions fibre optique qui étaient télécom, alors pas du tout adaptées à l'aéronautique en fiabilité, en contraintes thermiques. Et on a pu développer des solutions complètes jusqu'à des composants très très avancés actifs qui ont permis des gains de masse importants et qui sont de plus en plus nécessaires maintenant parce qu'il y a de plus en plus de capteurs sur les avions pour les optimiser, pour les fiabiliser. Je peux prendre des exemples plutôt dans l'aéronautique et le spatial où alors c'est des marchés dans le spatial disruptés avec des nouveaux acteurs qui changent complètement la façon de travailler. Alors ça nous challenge aussi, c'est très très intéressant. Et là aussi, on a déployé par exemple la fibre optique dans le milieu spatial avec une approche beaucoup plus en POC qu'on avait l'habitude, moins de développement et de tests, plus d'essais directs. Des transferts de technologies très simples, de systèmes de verrouillage qui finalement on a développé pour d'autres marchés, qui facilitent la montée en cadence, qui permet d'avoir un montage sécurisé et qui donc fiabilise au niveau de la production. Donc l'innovation elle est partout parce qu'il y a un besoin d'améliorer la fiabilité, on a énormément de contraintes et c'est des marchés qui sont très porteurs, qui sont très 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 motivants. Oui, et c'est vraiment cet aspect monté en cadence, j'ai l'impression qu'il est quand même le point de rupture aussi d'innovation dans ce monde aéronautique et spatial. Oui, le secteur aéronautique est un secteur très porteur en ce moment, puisque pratiquement tous les programmes commerciaux sont en hausse. Donc l'innovation permet de répondre à ces problématiques de montée en cadence en industrialisant, en robotisant et en mettant des matériaux plus intelligents avec des cycles plus courts. Donc ça répond à la demande qui est croissante sur ce secteur d'activité. Thomas Pinède, est-ce que vous travaillez aussi en lien avec d'autres entreprises? Parce que j'imagine que l'innovation, c'est aussi croiser des innovations avec d'autres secteurs d'activité. Avec des secteurs d'activité, mais aussi d'autres acteurs. Comment vous faites pour travailler en collaboration avec d'autres acteurs? Donc chez Ametra, on a la chance d'avoir effectivement un panel client très large et très varié. Où justement on arrive à amener en disant nos bureaux d'études ont la capacité et donc c'est ça qui nous permet de travailler aussi bien avec des grands donneurs d'ordre que des industriels, que des startups et
j'aime bien moi le côté multisectoriel parce que en ayant beaucoup travaillé sur l'aéronautique, parfois on prend des mauvaises habitudes qui ne favorisent pas l'innovation. Alors justement d'avoir des ingénieurs capables effectivement de faire les deux, c'est ça qui nous a permis de. Donc le multisecteur est toujours très intéressant pour nos bureaux d'études, pour justement être capable de se remettre en cause et trouver notre façon et de ne pas être dans les carcans de tel ou tel secteur. Oui, Lucas, est-ce qu'il y a des innovations que vous avez pêchées d'un secteur et ramenées au niveau aéronautique ou aérospatial? Oui, bah écoutez, on a parlé de l'optique qu'on a, on a beaucoup développé dans les télécoms. Je parlerai, alors l'inverse, par exemple, ce qu'on a développé dans le spatial, dans les milieux très très froids, eh ben, on l'utilise beaucoup dans le quantique. Donc qui est aussi un secteur très très innovant qui travaille à très faible température, proche du zéro absolu. La puissance, on en parlait, eh ben, la puissance qu'on développe, les solutions qu'on développe pour le ferroviaire, alors on doit les adapter parce que le phénomène physique n'est pas du tout le même en aéronautique. La masse est un enjeu, mais le principe de convoyer du courant à très haute tension ou très fort ampérage, ben, il y a des solutions qu'on essaie de transférer. Donc, et puis la course vers la densité, les problématiques d'avoir des calculateurs de plus en plus puissants, de plus en plus petits et qui chauffent de plus en plus, ça va être quelque chose qui va être multimarché. Donc on regarde beaucoup ce qui se passe dans les datacoms, dans l'intelligence artificielle, pour pouvoir transférer ça. Et puis le dernier point, c'est les matériaux, où là, c'est la course à trouver des nouveaux matériaux innovants, plus recyclables. Et là, tous les marchés sont intéressés par ce type d'innovation. Et Thibaut Baldivia, ma dernière question, c'est comment est-ce que vous voyez le développement de l'hybride dans le secteur aéronautique? Ça va se développer de quelle manière et jusqu'à quel point, à votre avis? Vous faites une super boucle avec la toute première chose qui a été dite. L'aviation doit se décarboner. Toutes les industries doivent se décarboner et aujourd'hui l'aviation ne fait pas exception. Il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont mis. On sait que les feuilles de route, elles misent beaucoup sur le carburant d'aviation durable, le Sustainable Aviation Fuel, excusez-moi. Donc moi je pense que l'hybride va aider à cette introduction de ces technologies-là parce qu'on va réduire la consommation à la source, on va décarboner l'énergie qu'on utilise grâce au Sustainable Aviation Fuel. Donc vous voyez que l'hybride pour réduire la consommation, le Sustainable Aviation Fuel pour utiliser des énergies décarbonées, ça marche main dans la main. Et je pense que c'est vraiment la combinaison de ces deux technologies qui va permettre justement de faire passer l'aviation finalement dans ce prochain chapitre, qui est celui d'une aviation que je vais qualifier de plus durable, c'est-à-dire qui fait attention à ses émissions et qui le fait avec pas que seulement une promesse technologique, mais avec vraiment des équipements qui sont intégrés dans les avions dès maintenant, puisqu'on connaît le besoin d'avoir des résultats concrets maintenant plutôt que de préparer uniquement l'avenir. Et idéalement, ça pourrait s'appliquer à tout type d'avion. Absolument, c'est là justement la beauté de la partie hybride, c'est que ça nous permet de pouvoir vraiment aller depuis le drone jusqu'à la grande aviation, si je puis dire, les liners, donc on a l'habitude de voir chez Airbus et Boeing, avec différents niveaux de maturité technologique, hein, il faut bien le dire. Mais à terme, oui, absolument, c'est l'objectif. Il nous faut de toute façon quelque chose qui soit capable d'adresser toute l'aviation. Merci beaucoup Thibaut Baldivia. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Ascendance, Gilles Duquesne, fondateur de Duquesne Composite, Lucas, directeur général de Radial et Thomas Pinat, directeur technique adjoint d'Ametra. Et merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. C'était Smart Industries.